T'es un métis. Ah T'es ouais, t'es mi-juif, mi-juif. ou alors doublement juif. En tant que juif ashkéno-séfarade, je suis fatigué d'entendre en boucle qu'Israël se défend, qu'Israël se bat pour sa survie. Oui, Israël s'est défendu en 48 et en 73 notamment pour sa survie contre d'autres armées régulières. Et cette rhétorique de la défense d'un pays constamment en danger de mort, c'est du foutage de gueule complet quand on l'applique aux Palestiniens. Tu ne peux pas revendiquer la position de défenseur quand tu domines largement ton adversaire depuis 56 ans. Est-ce que l'État allemand se défendait contre les résistants français? Est-ce qu'il se défendait contre les 300 000 juifs révoltés du ghetto de Varsovie, qui finirent presque tous exterminés? Est-ce que la France elle-même a été menacée par le FLN algérien? Non, non et toujours non. Est-ce que Israël se défend en Cisjordanie quand Tsahal protège ses colons fanatiques, qui enchaînent les exactions et les vols de terre en arrachant les oliviers palestiniens? Est-ce que dans un ring de boxe, celui qui se défend, c'est celui qui aligne les patates et les marrons ou celui qui tente de les esquiver? Faut être sérieux 2 minutes. Cette rhétorique défensive sert uniquement à laver le cerveau des juifs du monde entier pour qu'ils dorment la nuit, la conscience tranquille, peu importe les atrocités commises par le soi-disant défenseur. Mais pire encore, cette propagande victimaire a salement intoxiqué les médias français qui disent tout le temps qu'Israël a le droit de se défendre. Et Israël a le droit de se défendre. Und es ist ganz klar zu sagen, Israel hat das Recht, sich gegen diese barbarischen Angriffe zu verteidigen. Et Israël a le droit de se défendre face au terrorisme. Israël a le droit de se défendre. Je peux vous dire que j'essaye et je le crois du fond de mon cœur et je fais attention à chaque Palestinien innocent. Mais il faut comprendre ce que Israël fait réellement. Si nous avons le droit de nous défendre... Je pense vraiment que quand on est français, animé par nos valeurs libérales, démocratiques, de respect des autres, on ne peut aujourd'hui qu'être du côté d'Israël. Et tous ceux qui, français, aujourd'hui, défendent le Hamas ne méritent pas d'être français. Et donc, tu auras beau faire défiler les vidéos de mères éplorées sur leurs gosses assassinés, cette rhétorique défensive va transformer l'atrocité en simple dommage collatéral ou pire, en mal nécessaire pour venir à bout des hommes du Hamas qui attendent tranquillement l'infanterie israélienne planquée au chaud dans leur tunnel sous les décombres. Je sais qu'en tant que juif de 50 ans et malgré mes liens affectifs avec Eretz Israël, il m'a fallu du temps pour déconstruire cette propagande victimaire d'un pays qui serait toujours au bord du précipice. Mais non. Israël n'est pas en position défensive contre les Palestiniens, qui sont militairement 1 million de fois inférieurs à Tsahal. Pour qu'il le soit vraiment, il faudrait que les Palestiniens déferlent comme un tsunami à Tel Aviv, Haïfa, Netanya, Yerushalayim, Eilat ou Beersheva. Est-ce que 2 millions de Gazaouis se sont engouffrés en Israël quand le Hamas a cassé le mur de leur prison à ciel ouvert? Bien sûr que non. Et bien sûr que j'ai eu le cœur horrifié des massacres de civils du 7 octobre sur cette terre où repose ma pauvre mère. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais je le répète, il n'y a pas non plus de menace existentielle sur Israël de la part de quelques milliers d'hommes du Hamas, qui n'est qu'une petite phalange armée et déterminée de tout le corps palestinien. Il faut que les Israéliens comprennent que en quelques semaines, on est passé d'une situation où il y avait eu un attentat abominable, mais qui ne pouvait en aucun cas menacer existentiellement l'État d'Israël, rien à voir avec la guerre de 67 ou la guerre de 73, où là il y avait des armées avec des divisions, avec des tanks qui pouvaient occuper Tel Aviv et Jérusalem. C'est ça une menace existentielle, rien à voir. C'est un attentat terroriste abominable versus 67 et 73, la possibilité que les capitales soient occupées et que vous ayez une armée d'occupation qui dicte sa volonté à l'État d'Israël. Alors il faut appeler un chat, khatoul à khatoul. Contre les Palestiniens, Israël n'est plus en position de défense depuis très longtemps. Il est factuellement l'oppresseur, et comme oppresseur, il a le pouvoir de faire ou de ne pas faire la paix avec cet adversaire qui l'humilie depuis trop longtemps pour prétendre encore faire partie de l'humanité. Le gouvernement criminel de Bibi mène factuellement une politique de nettoyage ethnique qui coche en effet 90% des cases d'un régime fasciste, mais veut en plus se faire passer en victime pour que ça passe crème. C'est aussi simple que ça. Ne pas le voir, ne pas le reconnaître, c'est être simplement un hmar ou un hypocrite. Après, si toi, tu veux assumer que tu es un juif fasciste, très bien. Et si tu veux m'insulter de traître à la nation, j'en ai rien à carrer. À part ces 4 lettres de juif et un prépuce coupé, je n'ai rien en commun avec toi. Et Tishmar et Tishmatov, je préfère 1 fois, 10 fois, 1000 fois être ce traître que tu montres du doigt que d'être le monstre que tu es. Le monstre qui chante et qui danse sur les cadavres de milliers d'enfants innocents qui n'ont pas plus de valeur pour toi qu'un animal qui passe à l'abattoir. Mais moi, le traître qui parle au monstre que tu es devenu, je sais qu'à la fin des fins, il n'y aura plus de peuple
ou de nation. Il n'y aura que des hommes et des monstres en file indienne qui devront répondre un par un face à Dieu de la noirceur de leur cœur et du sang qu'ils ont sur les mains. Et si Dieu approuve ce qui est commis actuellement, alors c'est que Dieu n'est pas Dieu et que c'est le diable que tu pries du matin au soir. Ezrat Hashem, que toi, l'égaré, tu retrouves aussi un jour le chemin de l'humanité. Shalom Aleichem. J'ai 95% de mes cousins et tout ça, là, ça y est, je suis le paria, je suis le traître, il y en a qui veulent me casser la gueule. À ce point. Ah oui, non, mais vraiment, je l'ai pas eu directement, on m'a pas appelé directement, c'est passé par ma sœur, par ma grande sœur, qui elle s'est fait harceler au téléphone par toute ma tripotée de cousins, aussi bien français que israéliens. Et il y en a qui m'ont dit, si je le vois, je lui casse la gueule et tout, quoi. Ils sont tous, ils sont tous ultra sionistes. Et alors encore des Israéliens, de ceux qui vivent en Israël, je peux comprendre. Mais bon, après, et pour ceux qui vivent en France, j'ai pas tellement été surpris, en fait. Parce que je connais un peu leur mentalité. Ils sont très traditionnels, si tu veux. C'est des juifs séfarades, très traditionnels, voilà, Israel first et tout ça, quoi. Parce que toi, quand tu présentes la vidéo, tu dis en tant que juif ashkénaze, c'est ça? Ashkénaze séfarade, oui. Ouais, est-ce que tu peux expliquer aux gens ce que c'est? Bah, c'est tout simplement à peu près l'origine ethnique des juifs, hein. En gros, tu as les juifs séfarades qui sont originaires d'Afrique du Nord, et tu as les juifs ashkénazes qui sont plutôt originaires d'Europe de l'Est. C'est deux courants juifs culturellement très opposés, même en Israël. D'ailleurs, ils se parlent pas, hein. Je veux dire, le pouvoir en Israël est surtout aux mains des ashkénazes. D'ailleurs, même les théories sionistes, hein, sont ashkénazes au départ, hein, de toute façon. Et moi, je suis les deux, en fait, puisque j'ai un père qui était originaire de Tunisie, et ma mère, ses parents venaient de Hongrie. Donc, j'ai un peu les deux cultures, finalement. Ça, il y a plein de gens qui n'ont pas cru, hein, dans les commentaires, hein. Non, je suis vraiment un patin. Ouais, t'es un métis. T'es mi-juif, mi-juif. Ou alors doublement juif. Cette vision politique, cette vision entre guillemets pro-Gaza, en fait pro-innocent en réalité, hein, elle t'est arrivée comment? Parce que tu parlais de déconstruction tout à l'heure. Ça veut dire que c'est pas quelque chose que tu partageais immédiatement. C'était il y a quelques années. C'était il y a 3 jours en te levant. Ah non, il y a plus de 3 jours, hein, parce que ta vidéo elle a plus de 3 jours. Comment c'était venu? Alors, pour te dire la vérité, la vidéo Israël se défend, c'était ma 5e tentative de faire une vidéo sur le sujet. Mais 5 tentatives totalement différentes, hein, avec 5 approches différentes. Et en fait, il se trouve que je soumets, on va dire, ces vidéos à un ami musulman pour avoir justement son retour à lui. Parce que je me rends bien compte qu'on a tous des filtres, tu vois. Et à chaque fois, son retour m'apportait, on va dire, me disait, mais en fait, là, t'as un parti pris, il y a quelque chose qui va pas. Et cet ami musulman, ça fait 2-3 ans que je le fréquente de façon assez régulière. Et c'est à son contact, finalement, que j'ai adopté d'autres filtres. Donc, c'est pas de la semaine dernière. C'est un travail de déconstruction qui a commencé maintenant il y a 2-3 ans. Parce que avant, je veux pas dire que j'étais pro-israélien ou pro-sioniste. C'est pas tellement ça, parce que de toute façon, toutes les oppressions m'ont pile. Mais j'arrivais tout le temps à trouver des excuses. J'arrivais tout le temps à trouver des arguments pour excuser la politique israélienne. Ou alors la mentalité israélienne, le grand remplacement démographique, des choses comme ça. J'arrivais tout le temps à trouver des arguments. Et c'est tout ça qu'il a fallu déconstruire. Donc finalement, cette vidéo que tu as diffusée tout à l'heure, c'est quelque part, oui, le fruit d'un long cheminement qui a commencé il y a 2-3 ans peut-être. Déjà. Et aujourd'hui, de toute façon, que ce soit la cause animale ou que ce soit les oppressions subies par les Gazaouis, de toute façon, moi, je suis tout le temps du côté des opprimés, de toute manière, quoi qu'il en soit. En fait, si ma vidéo a eu autant d'impact, c'est parce que je suis un juif qui dénonce ce que font d'autres juifs. Si j'avais fait une vidéo pour dénoncer juste le Hamas, eh ben, on m'aurait juste qualifié de pro-sioniste, de machin. Le problème, c'est qu'on peut pas dénoncer un racisme si on n'est pas à l'intérieur, parce que à ce moment-là, tu vas être traité de raciste, d'antisémite, de tout ce que tu veux, tu vois ce que je veux dire. Il y a plein de gens qui ont dit que j'étais courageux. Bah, moi j'étais insouciant, hein. J'étais complètement inconscient quand j'ai fait la vidéo. Mais on t'a déjà dit que t'étais antisémite, je pense, aussi. Non, personne me l'a dit. Personne. Parce que moi, j'ai déjà entendu des juifs dire on m'a traité d'antisémite. Putain, c'est la meilleure celle-là. Oui, ça, je sais que ça existe, mais j'ai pas eu le droit encore à ce qualificatif. Mais en gros, pour combattre le racisme, il n'y a pas le choix. Il faut que ce soit des gens de la même ethnie qui dénoncent ce qui se passe dans leur ethnie. Parce que si c'est une ethnie extérieure, de toute façon, ça va être disqualifié direct. Souvent, il y a un prix à payer, hein. Tu vois, je t'ai dit tout à l'heure avec ma famille, ça y est, hein, je suis persona non grata maintenant, hein. Je suis un traître. Et ce que tu sais pas, c'est qu'il y a ta photo à Tel Aviv, là, hein. Prends pas l'avion pour arriver en Israël. On va dire, il y a Franck, le laissez pas rentrer.
Et par contre, en Cisjordanie, il y a des portraits de toi, il y a écrit It's a hero. Ça fait longtemps ça fait quelques années que je suis pas allé en Israël, mais j'y suis allé très souvent. Ça, c'est la routine, hein. Je veux dire, des militaires partout, machin, c'est la routine. Je veux dire, ça n'a rien du tout d'angoissant, hein. Autant Vigipirate en France, ça peut être ressenti comme une angoisse, autant des militaires dans la rue en Israël, c'est le quotidien. Ouais, c'est monnaie courante. Ah ouais, c'est normal, hein. Ça rassure même les gens d'ailleurs, parce que les militaires en Israël rentrent avec leurs armes à la maison. En tout cas, il y a quelques années, c'était encore comme ça. Je pense que c'est encore le cas. Moi, je trouve que effectivement, ton discours est très porteur. C'est pour ça qu'il a été très viral dans ta vidéo, parce que justement, en plus, tu commences en disant je suis juif, mais je n'adhère pas. Et c'est vrai que c'est habituel, hein, quand les médias veulent porter une parole, il n'y a pas de secret. En géopolitique, la France est un allié d'Israël et des États-Unis. Alors forcément, ceux qui vont prendre plus la parole, c'est ceux qui sont pro-israéliens et qui vont critiquer la Palestine de manière générale et le Hamas en particulier. Mais il y a aussi des associations juives, il y en a plein, et donc des juifs qui prennent la parole. Et eux, en fait, tu les entends pratiquement que dans les médias alternatifs, à savoir les réseaux sociaux. Tu les entends pas sur les grandes chaînes. Et donc, cette association donc de juifs sont très intéressants. Ils ont quasiment le même discours que toi. Et je trouve que c'est des associations qu'on entend très peu. Et eux, justement, sur leurs publications, des fois, il y a écrit antisémite. Alors, eux se revendiquent clairement antisionistes. Et du coup, je pense que comme ils se revendiquent clairement antisionistes, ça embête pas mal de monde. Et forcément, on les traite d'antisémites à ce moment-là. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup fait de vidéos pour critiquer Israël, et il y a des gens qui venaient me dire « Ouais, mais c'est pas équilibré si tu critiques Israël. » Je dis « Non, mais je critique pas les Israéliens, les citoyens, je critique un régime, je critique un gouvernement. » Donc, on peut critiquer le Hamas, mais le Hamas, il a fait son opération le 7 octobre, ça a fait pas mal de morts, mais aujourd'hui, si tu comptes, en fait, souvent, le rapport qu'il y a entre les morts palestiniens et les morts israéliens, c'est un rapport de x22. Donc, on peut parler du 7 octobre, mais là, en fait, on est le 18 décembre et on a l'impression sur les plateaux de télévision qu'il faut continuer à parler du 7 octobre pour, entre guillemets, ne pas parler de ce qui se passe actuellement. Alors que si t'es un minimum humain, t'es ému le 7 octobre et puis t'es toujours ému aujourd'hui. Tu peux pas ne pas avoir d'empathie pour des bébés qui meurent ou des civils qui meurent, 70% étant des femmes et des enfants. Du coup, les réactions des associations comme l'Union juive pour la paix, qui sont des réactions normales, elles sont anormales pour les mainstream, quoi. Tu sais, en fait, l'espèce de surcompassion pour les victimes du 7 octobre et celle de l'invisibilisation des victimes de Gaza, ce deux poids deux mesures, ce double standard, ça me rappelle vraiment le 11 septembre 2001, dans le sens où tout à coup on a des victimes américaines, et là on a l'impression que c'est des demi-dieux qui sont morts, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait énormément de tueries avec la guerre en Irak et tout ça, d'accord ? Je suis pas un spécialiste en géopolitique, mais je me rappelle déjà à l'époque, j'avais été choqué par cette espèce alors, je sais pas si le mot angélisation, c'est le contraire de diabolisation, finalement, mais d'angélisation des victimes américaines. Comme si tout à coup, c'était des citoyens plus, tu vois. Ouais, puis ils avaient une histoire, eux. Tu sais, ils avaient des enfants, ils avaient une vie, on leur avait enlevé quelque chose d'important, tu vois. Et voilà, et dans le sens où on a l'impression qu'il y a des vies qui ont vraiment plus de valeur que d'autres. Il y a une hiérarchie des vies, tu vois. Donc, tout en haut de la pyramide, tu as les Américains. Puis pas très loin en dessous, tu as les Israéliens, tu vois. Et puis globalement, les Palestiniens, ils sont globalement en bas de la pyramide. Donc je suis pas étonné finalement. Tout ça, c'est le prolongement du 11 septembre, quoi. Enfin, tu vois, toutes les vies n'ont pas la même valeur pour les médias, clairement. Ça, il faut pas arrêter de le dénoncer, clairement. Alors Franck, dans tes vidéos, tu as beaucoup dénoncé nos amis israéliens. Alors toi, tu as le droit. Moi, j'ai moins le droit parce que en tant que non-juif, je suis tout de suite taxé d'antisémite. Alors que je le dis. Alors puis en plus, j'ai pas d'amis juifs, mais c'est pas de ma faute. Hein. Parce qu'en fait, moi, je demande pas la carte d'identité des gens, je leur demande pas de quoi ils sont. Tu sais, un jour, je découvre qu'ils ont une religion, mais sinon, j'en sais rien. Donc, sachez-le, vous êtes juif, vous êtes pas juif, si ça match, on sera amis avec grand plaisir. Par rapport au fait que tu parles de Dieu, tu es croyant? Oui. Oui. Pratiquant ou pratiquement? Non, je suis pas, je suis croyant, mais je suis déiste, en fait. D'accord. Je suis pas rattaché à une religion monothéiste. Je suis dans la foi, mais je suis pas dans la religion. Tu l'as dit à tes cousins parce qu'ils vont encore trouver un argument pour t'embêter là. Non, mais je crois qu'il ne saura même pas ce que ça veut dire déiste.
Là, tu les as perdus, quoi. Attends, il y a des Israéliens qui critiquent Israël. Il y a des Juifs qui critiquent Israël. Il n'y a pas juste moi qui critique Israël. Et oui, mais on les entend pas, enfin, très peu. Oui, c'est ça. Non, mais ils sont c'est la technique de TikTok. Ils sont invisibilisés. On les entend pas alors qu'il y en a plein. Tzedek, B'Tselem. J'ai découvert plein d'assos, comme tu le disais, quoi. Un Israélien qui critique Israël, même s'il va être mal vu par les Israéliens au niveau international, je trouve que ça a plus de poids, effectivement. Tu disais plus ou moins sous cette forme-là que tu voulais pas vraiment confondre le gouvernement israélien avec les Israéliens eux-mêmes. Je suis pas tellement d'accord avec cette analyse. Enfin, en tout cas, ils ont pas le même niveau de responsabilité. Non, mais on sait très bien, par exemple, Netanyahou, ça fait bientôt 30 ans qu'il est au pouvoir. Alors, pas constamment, mais il est quasiment au pouvoir depuis 30 ans, hein, ou 25 ans, je sais plus. Et on sait très bien que cet homme-là, il veut pas une solution à deux États. Ah bah c'est clair. Et pourtant, il est réélu, d'accord? Donc, au bout d'un moment, on peut pas non plus dédouaner le peuple israélien de ce qui se passe, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, quand tu enfermes des gens dans une cocotte minute, au bout d'un moment, ça pète. Ça pète, quoi. Et c'est vrai que moi qui connais donc assez bien la mentalité israélienne, quand j'y suis allé plein de fois, les Palestiniens, en tout cas moi quand plus jeune, c'est pas un sujet. Ça n'a jamais été un sujet, en fait. Ils n'existent pas. Ils n'existent pas. Des centaines et des centaines de réunions de famille, d'amis, de machin, c'est un non-sujet. C'est un non-sujet. Le Palestinien ne peut pas souffrir car il n'existe pas. Il n'existe pas. C'est même pas, on va même pas le dire que c'est un animal ou quoi, ok, il n'existe pas. On peut même pas se dire si c'est un sujet tabou ou si c'est un sujet qui les intéresse pas. Alors maintenant peut-être qu'ils en parlent un peu plus maintenant, c'est sûr. Toutes les fois où j'y suis allé pendant, je sais pas, une trentaine d'années, jamais on parlait de ça. Jamais. C'était même pas un sujet, quoi. Donc tu m'étonnes que quand tu dis que des gens de gauche essaient de défendre les Palestiniens, en fait ils essaient de défendre un sujet qui n'existe pas normalement dans l'esprit du droitard israélien, quoi. Parler de ça, c'est aussi quelque part les ramener à une certaine culpabilité auquel ils ne veulent pas faire face aussi. Ils savent quelque part que ce sont les oppresseurs, ils le savent, mais ils veulent pas se mettre. Je sais pas si tu as remarqué, mais en tout cas, je l'ai vu dans un reportage récent et parmi des prises de parole d'officiels israéliens où ils arrivaient à la fois avoir le statut d'agresseur et le statut de victime. Tu as l'impression que c'était la victime éternelle. Ça me faisait penser à un spectacle d'un humoriste connu dont on n'a pas le droit de dire le nom. Tu sais, t'as vraiment la souffrance ultime. Et ça, je déteste ça, quoi. Une souffrance. Si toi tu souffres, si moi je souffre, on va pas dire ouais mais toi ta souffrance, on s'en fout parce que toi tu gagnes tant d'argent, ou toi tu souffres, ouais mais ta femme elle est belle. Enfin, on en a rien à foutre tes conneries. Tu souffres, quoi. Il y a une expression très très dure à ce sujet que je sais pas si j'ai le droit de la dire ici, mais on parlait de pornographie mémorielle. Je crois que même Dieudonné l'a utilisé cette expression. Voilà, je crois que ça vient de lui en fait. Enfin, je sais pas si ça vient de lui, peut-être qu'il l'a reprise ailleurs. Ça fait partie des choses que j'ai déconstruites depuis 2-3 ans. À savoir que ce monopole de la souffrance et de la victimisation, je pense que in fine, c'est pour vraiment manipuler l'opinion publique internationale et pour continuer à faire des saloperies en toute impunité. Est-ce que tu trouves pas que, justement, moi par exemple, j'étais très sensible, tu sais, à la liste de Schindler, enfin toute cette partie de l'histoire m'a toujours inquiété. Moi, je suis empathique pour tout le monde. Tu me parles de l'Afrique du Sud, je suis empathique. Tu me parles de l'esclavage, je suis empathique. Alors évidemment, pendant la Seconde Guerre, tu parles de ce qui a été fait aux Juifs. Évidemment, si t'es un être humain, tu peux être qu'empathique et détester ce qu'ont fait les Allemands notamment. Mais aujourd'hui, en ayant toujours cette carte, dès que quelqu'un ouvre la bouche, antisémite, en fait, ça fonctionne plus. C'est con de dire ça, mais ils créent eux-mêmes l'antisémitisme. Parce que si tu veux lutter contre l'antisémitisme, tu fais exactement tout le contraire, là. Tu peux pas faire pire, quoi. Si tu veux que les gens détestent Israël et qu'ils aient un souci avec la communauté juive, tu fais cette politique détestable, quoi. Oui, et là, tu mets le doigt sur un sujet très important, en fait. Mais tu sais, c'est quoi le vice, Moon, derrière? C'est que ces gens qui sont au pouvoir, ils veulent créer de l'antisémitisme. Ah bah oui, évidemment, je suis d'accord avec toi. Comme moi, à fuir les pays et qu'on revienne tous en Israël. Parce qu'il y a je sais pas quoi, il y a des trucs messianiques, il faut que tous les juifs reviennent en Israël, et puis comme ça va renforcer le peuple juif, etc. Ils veulent créer de l'antisémitisme. C'est ça le pire, c'est ça le grand. Je partage complètement ton analyse. C'est pour ça que quand les gens disent à chaque fois le Hamas ne veut pas la paix, oui, mais il y a l'autre pièce de l'autre côté qui veut pas la paix non plus, hein. Et d'ailleurs qui a aidé à financer le Hamas, Benjamin Netanyahu ne veut pas de paix. Il veut le grand Israël et il s'en fout de la Palestine, ça l'intéresse pas. Il veut les virer dans le Sinaï. De toute façon, ça y est, on commence à le voir, hein. On voit très bien que ce gouvernement, il a un projet de nettoyage ethnique, hein. Le Hamas, c'est juste devenu un prétexte, hein. Parce que là, en l'occurrence, il y a aucune raison objective des exactions qui sont en train de se produire en ce moment en Cisjordanie. Il y a aucune raison. Je veux dire, le Hamas, peut-être que le Hamas, il est implanté en Cisjordanie, je suis pas spécialiste. Mais en tout cas, c'est pas eux qui sont au pouvoir, puis c'est pas eux, voilà.
Donc ça leur donne un. Enfin voilà, ça y est, ils lâchent les chevaux, quoi. Ils ont plus peur de rien, quoi. Parce qu'ils ont derrière le parapluie américain. C'est beaucoup moqué de la Russie en disant, oh, vous avez vu, c'est des monstres. Mais eux, ils avaient une stratégie militaire. Et déjà, elle est au sol. Une attaque au sol, alors qu'Israël, c'est la copie conforme des États-Unis, quoi. Tapis de bombe, pour une personne visée, tu tuais 10 personnes. Et selon lui, Guillaume Ancel, il s'appelle. Il estimait que les chiffres du Hamas sont faux. Non pas parce que ils ont surestimé, mais parce qu'ils ont sous-estimé. Lui disait que c'était plutôt entre 20 000 et 30 000 morts avec tous les gens qui sont sous les décombres. Dans les médias français, les médias genre LCI et compagnie, ils disaient non, les civils sont délibérément ciblés, sinon on n'utiliserait pas ce type de bombardement et cette stratégie militaire. Ah oui, non mais oui, je l'avais vu cette vidéo, je l'avais vu. Et c'est vrai que par rapport à ce tapis de bombe que tu évoques, moi c'est vrai que les chiffres me semblaient assez faibles parce que quand tu vois le nombre d'immeubles effondrés à Gaza, tu dis mais c'est pas possible. Enfin c'est vrai que ça semble sous-évalué, quoi. Nous de notre côté on peut rien faire. Après ce qui est intéressant, c'est au moins avoir un discours différent et argumenté. S'il y a des choses qui marchent bien, mais à court terme, le boycott, c'est pas ça qui fait revivre des enfants qui ont été assassinés. Mais comme on sait que de toute façon, tu sais, c'est comme le Vietnam, à un moment donné, ça s'est arrêté parce qu'ils en avaient marre de perdre de l'argent, ils en avaient aussi marre que l'opinion publique empoigne le sujet. C'est plusieurs éléments qui font qu'à un moment donné, ils arrêtent. C'est pas juste parce que j'ai arrêté de manger des dattes israéliennes, tu vois. Mais effectivement que le boycott peut avoir un impact sur l'image parce que ils ont clairement, d'ailleurs, je crois que c'est aussi pour cette raison que toi et moi, notamment, nos vidéos sont devenues moins virales. TikTok a été notamment, entre autres, parmi les réseaux sociaux, accusé de trop mettre en avant les discours pro-palestiniens ou anti-israéliens. Je suis en train de me demander si ils sont pas en train de réparer entre guillemets en essayant de réduire la visibilité. Tout ça pour dire que la guerre de l'image, Israël veut aussi la gagner. Pour l'instant, ils se font détruire à plat de couture, mais dans leur idée, quand ils mettent des images, regardez un tunnel, regardez il s'est passé ceci, je projette le film à l'Assemblée et qui continuent à reparler du 7 octobre en disant nous avons des nouvelles informations, il y a eu des viols, etc. L'idée c'est aussi de gagner la guerre des images, la guerre des mots même. Il faut voir un truc, c'est qu'au bout d'un moment, si par exemple, tu as tous les Gazaouis qui se retrouvent réfugiés dans le Sinaï et qui ne peuvent pas revenir, ils pourront faire toute la propagande qu'ils veulent. Au bout d'un moment, si tu as 2 millions de pèlerins qui sont dans des camps de réfugiés en Égypte, bon, bah, la guerre de l'image, de toute façon, ils pourront pas la gagner parce que là, ça sera clairement ce qu'on appelle un nettoyage ethnique en direct. Deuxièmement, il y a eu moi, je suis extrêmement prudent avec toutes les informations parce que je sais qu'il y a énormément de propagande et de fake news. Et surtout aussi de la part de l'état-major israélien. Les 40 bébés décapités, enfin, tu vois, bon, je te refais pas le film. Ouais, surtout que Libération a fait un article où il y a carrément, et puis même Haaretz aussi, qui a fait un article. Haaretz, oui, qui est une épine dans le pied du pouvoir israélien quand même. Ils sont même taxés d'ennemis d'État et Benjamin Netanyahou voulait leur couper les subventions il y a quelques semaines. Moi, j'ai plus confiance quoi dans des nouvelles qui viennent d'Israël. Tu vois, j'ai plus confiance quoi. Je me dis mais tout ça, ils n'hésitent pas à mentir, à tordre la vérité. Je sais pas si tu avais vu cette vidéo où tu avais soi-disant un soldat, il était dans une cage, puis à un moment il dit là c'est le nom des je sais pas quoi, le nom des terroristes ou le nom des victimes et tout. En fait, c'était les jours de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, quoi. Non, mais c'était écrit en arabe. Il racontait n'importe quoi. Je me dis, mais c'est pas possible. Arrête de nous prendre pour des faisans, quoi. C'est pas possible. Enfin, ça me fait chier de le dire, mais je développe beaucoup d'hostilité, quoi. Vraiment vis-à-vis d'Israël. Et en tant que juif, c'est vraiment, enfin, jamais j'aurais cru que je pourrais être un jour dans cette position-là, cette position émotionnelle aussi, pas juste mentale, mais émotionnelle, quoi. Je déteste tout ce qui est le mensonge, je déteste l'injustice, je déteste quand on tord la vérité, je déteste les oppressions. Et là, j'ai l'impression que, enfin, moi, je vais te dire un truc, il y a une question existentielle vraiment qui me travaille depuis des années. Je me dis comment on peut avoir subi la Shoah exactement à 60 ans, avoir été dans une position de victime animalisée à l'extrême et retourner le gant en tant que bourreau, voilà, avec un tel niveau d'amnésie. Je me dis comment c'est possible, quoi. Comment c'est possible? Il y a une part de monstruosité chez les humains. Il n'y a pas un peuple qui est moins monstrueux que les autres, en fait. À un moment donné, tu glisses au niveau émotionnel, tu glisses au niveau de tes intentions, puis après, tu bascules du côté obscur de la force. C'est pas propre à un peuple. Et même, j'ai envie de te dire que malheureusement, tu vois que dans les histoires de viol, par exemple, ou d'inceste, etc., bah souvent, tu vois que le gamin qui a été violé reproduit en tant qu'adulte ce qu'il a subi. Alors, je dis pas que c'est constamment que tu es éduqué avec le mal. Après, c'est quand même plus compliqué d'avoir des automatismes de personnes bienveillantes. Tu vois, je pensais à un exemple proche aussi, justement de l'enfant battu qui devient lui-même un adulte bourreau.
J'avais un exemple proche, justement, pour expliquer un peu ce comportement. Et Israël n'a pas fait le travail de résilience par rapport au traumatisme de la Shoah, dans le sens où elle reproduit le traumatisme qu'elle a elle-même subi comme dans un effet domino, en fait. Je suis d'accord avec toi sur le fait que tu dises qu'il n'y a pas un peuple qui est plus monstrueux ou plus vertueux qu'un autre, mais il y a quand même derrière un fond culturel qui peut pousser à la monstruosité. Et je pense que malheureusement, et je vais pas me faire que des amis en le disant ça. Et ça va, si c'est pas moi qui le dis, c'est bon. Non, mais je crois réellement que cette notion de peuple élu, c'est quelque chose qui fait beaucoup de mal justement dans la moralité d'israélienne. C'est-à-dire, ça y est, on est au-dessus, quoi. Tu sais, dans l'échelle traditionnelle du racisme, t'as les Noirs, t'as les Chinois, et puis t'as les Blancs, et puis je pense que les Juifs se voient carrément au-dessus des Blancs. Enfin, ceux qui sont vraiment souscrits au peuple élu, au truc du peuple élu, je pense qu'ils se voient vraiment au-dessus, tu vois. On l'a entendu d'ailleurs récemment dans des prises de position. On a entendu la prophétie d'Isaïe, on a entendu nous, on va aller attaquer des animaux humains. Enfin, on a entendu régulièrement des choses qui prouvent la supériorité. Alors, est-ce que tu écoutes Radio Shalom? Non, pas du tout. Pas du tout. Donc, il n'a pas entendu. Voilà, excuse-le. Par contre, j'ai vu déjà des projets d'immobilier pour Gaza. J'ai une théorie existentielle sur les réelles actions qui ont monté vers l'antisémitisme, sur ce qu'a dit Franck, sur la Shoah, et cet effet inverse sont beaucoup trop enfermés. Cette souffrance, sûrement. Grosso modo, c'est ce que t'expliquais. Mais tu vois, par exemple, j'avais lu une théorie, enfin pas une théorie, mais comme quoi David Ben Gourion, le fondateur d'Israël, ressentait beaucoup de mépris pour les gens qui avaient subi la Shoah parce qu'ils ne comprenaient pas que les Juifs se soient autant laissés faire ne se soient pas révoltés. Et donc finalement, il n'avait aucune compassion pour toutes les victimes de la Shoah par rapport à ça. Ouais, en gros, aujourd'hui, on dirait t'es qu'une pauvre victime, quoi. Oui, tu vois, là, c'est ça. T'es un fragile, en fait. C'est ça. Donc, limite, t'as mérité ton sort. Mais après, il faut savoir que dans le sionisme, il y a quand même plusieurs branches. Hein. Je pense que t'en connais quelques-unes. Il y a un sionisme de gauche, un sionisme de droite, et il y a un sionisme nationaliste religieux qui est en ce moment au pouvoir. Et c'est vrai que je crois que David Ben Gourion, c'était pas du tout un sioniste de gauche, hein, en l'occurrence. Il faisait partie de l'Irgun, qui était un mouvement terroriste juif pendant le mandat britannique. Donc lui, le côté je me laisse faire et je me laisse emmener à l'abattoir, c'était pas du tout son délire, hein, du tout. Idaki nous dit, et la création du Grand Israël là-dedans? C'est un projet, hein. Les frontières ne sont pas définies de toute façon. C'est entre le Tigre et l'Euphrate, je pense que tu as vu passer une carte qui va jusqu'à l'Irak, avec une partie de l'Égypte. Tu vois, autant il y a quelques années, quand on parlait du Grand Israël, mais franchement, j'avais un sourire narquois. Je me dis, mais faut rigoler, jamais les Israéliens, ils ont ce projet-là. C'est une théorie fumeuse. Ouais, voilà, je pensais vraiment que c'était vraiment du délire. Mais je pense réellement que pour les colons dont le seul guide c'est la Torah, c'est pas du tout une utopie, quoi. C'est un vrai projet à long terme, réellement. J'en suis même convaincu. J'ai commencé à me détacher du judaïsme religieux quand j'ai lu la Torah, vraiment. Et je me suis arrêté à peu près à la moitié parce que, en fait, il y a énormément de massacres dedans. Il y a énormément de boucheries et de génocides, hein, dans la Torah. Plein d'histoires avec, notamment sur le livre de Josué. Et dans le livre de Josué, en l'occurrence, tu parlais tout à l'heure de la prophétie d'Isaïe, mais dans le livre de Josué, en fait, ça se passe après la libération des Juifs d'Égypte et que Moïse a ramené au pays de Canaan. Et là, c'est la conquête d'Israël du pays de Canaan par Josué. Et je te jure que c'est des génocides sur génocide. C'est-à-dire les hommes, les femmes, les enfants, les animaux. On tue tout, tu vois. Et je crois que cette mentalité génocidaire, elle est ressentie finalement comme légitime parce qu'elle est écrite dans la Torah par les colons. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est pour ça que tu parlais de conditionnement aussi du peuple, hein, tout à l'heure. C'est pour ça que pour moi, finalement, le projet du Grand Israël par les colons juifs extrémistes, du moment qu'ils ont cette validité du génocide qui est notamment écrit dans le livre de Josué, pour moi, ça relève pas du tout de l'impossible, en fait, dans leur mentalité. Ce mec-là, c'est vraiment une caricature pour... Non, mais honnêtement, dès qu'il ouvre la bouche, t'as vu quand il sort et qu'il a vu le film? Quand il fait... on dirait qu'il fait exprès de pleurer. Mon peuple! Qui décrit le Coca Zéro. En plus, il fait un placement de produit avec le Coca. Un terroriste qui a pris un Coca Zéro. Je dis non mais attends, il est fou ce mec, pourquoi il parle de Coca Zéro? Franchement, je le déteste. Tu sais, c'est pas juste, vraiment, je le déteste, quoi. Il représente exactement, comment dire, mes corréligionnaires juifs que je déteste. Vraiment. C'est vraiment, il incarne tout ce que je déteste chez mes frères et mes cousins. De toute façon, il transpire pas la pelle, hein. Quand il prend la parole, tu sens que la haine, comme dirait l'autre. Et puis tu verras, il n'a jamais un seul mot
pas un seul mot de compassion ou pour regretter les victimes civiles palestiniennes. Ouais, jamais entendu. Lui, c'est vraiment un génocidaire en puissance, quoi. Vraiment. Si lui pouvait exterminer tout le monde, tous les Palestiniens, il le ferait. Tu avais un rabbin à l'état-major qui disait que les soldats avaient le droit de violer les Palestiniennes, quoi. Mais on va où Le mec, il est rabbin. Il dit, on va où? Attends, ça va faire qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, ils ont pris du Il a rajouté, ça peut leur faire du bien au moral parce qu'ils vivent des périodes difficiles. Meilleur habit, pantalon à une jambe.